Bienvenue dans les capsules de la TC Box avec moi-même Charlie. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Faf Larage, a.k.a. Larage. Vav, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, tranquille, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation, mais de toute façon, c'était un podcast qui devait se faire, hein. De toute façon, tu connais. Hein. Depuis un moment maintenant, depuis qu'on se connaît, c'était sûr que ça allait se faire. Paf, tu peux nous expliquer qui tu es, s'il te plaît? Bah écoute, moi c'est Vafessa Fofana, parisien et d'origine ivoirienne. Ok. J'ai grandi à Paris dans le 20e. J'étais à Boulogne-Billancourt aussi. T'as pas connu ici? Ouais, mais pas connu ici. Je suis pas resté longtemps. Voilà, Je suis pas resté longtemps. Voilà, t'es pas en Boulonnais, t'es pas né. T'as pas connu ici. Attention, mon frère il est né à Clamart, 92. Ça reste 92. On vous a pas connu ici. Ah, okay. On veut rien savoir. Après, ouais, j'ai été dans le 20e. Après, j'ai bougé dans le 19e. Ouais. Et puis, basketteur pro depuis maintenant 10 ans, je pense, 10 ans, 11 ans. Ok. Et j'ai commencé le basket à l'âge de 13 ans. D'accord. Pourquoi le basket? C'est mon père qui m'a mis dedans. Ok. C'est mon père, genre, parce qu'il me disait, bah t'as grandi, Ouais. tu deviens grand, donc faut que tu fasses du basket. Ouais. Parce que moi j'ai commencé avec, bon j'ai fait foot comme tout le monde, judo, mais j'étais au hand avant le basket. Ok. Donc vraiment je kiffais vraiment le hand. Ouais. Et du coup, il m'a dit, bah tu grandis, donc au basket, j'ai dit, bon ok. Et moi je jouais déjà un peu dehors. D'accord. Donc je jouais dehors tout le temps en street, il y avait un terrain dans le 20e qui s'appelait La Piste. Ok. Et tout le temps j'allais là-bas, tout le temps. Donc du coup, ça s'est fait comme ça. Et puis à un entraînement, moi j'avais l'UNSS handball. Et juste après, il y avait l'entraînement de basket. Et le coach, il a dit, bah vas-y, viens pour un entraînement. Et puis c'est comme ça, je suis parti. T'as pas eu un parcours facile durant ta carrière? Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as fait pour en arriver là aujourd'hui? International ivoirien? Pas le plus talentueux, ça c'est vrai. Ouais. Mais une rage et une détermination et tout le temps de travail. Vraiment beaucoup de travail. Ouais. Voilà, dès le plus jeune âge, déjà, je jouais beaucoup dans les playgrounds. D'accord. Là, ça se fait de moins en moins maintenant, je trouve, mais je jouais beaucoup dans les playgrounds. Énormément. Tout le temps. Donc, je peux sortir de chez moi à midi et je reviens à 22h. Mais j'ai joué de 14h à 18h dans un playground. Après, on fait une pause, on repart. Il y a un autre playground de 20h jusqu'à 21h30. Parce qu'après, on était fatigué et puis il faut rentrer parce qu'on est mineur. Ouais. Donc, c'était que ça. Et puis, moi, franchement, quand j'ai commencé le basket, après quelques matchs, j'ai dit non, il faut que je sois pro. Ouais. Donc, dans ma tête, c'était déjà acté, j'ai dit il faut que je sois pro. Et donc, je me suis donné les moyens, c'était pas facile. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus dur? Déjà, il y a eu la première étape, mon père, il fallait la passer. C'est lui qui t'a mis dedans? Il m'a mis dedans, mais sauf qu'il m'a pas laissé partir tôt Ok. dans les centres de formation. D'accord. Donc, du coup, c'est quoi, à l'âge de... Bah, par exemple, pour le pôle, j'avais le pôle France. J'ai su des années après que c'était mon père qui voulait pas que j'y aille. Ah ouais? Je l'ai pas su directement. Tu peux expliquer c'est quoi le pôle France? C'est le pôle espoir quand t'es minime. Tu rentres au pôle espoir. Et nous, à l'époque, c'était celui de Châtenay-Malabry. Et ils prennent les meilleurs jeunes d'Île-de-France. Et après, derrière, vous êtes là-bas toute l'année. Et le week-end, vous avez les matchs avec les Minimes France, avec les catégories qui jouent en Minimes France. Ok. Donc moi, j'étais de la génération, il y avait... qui est sorti pro, Ivan Fournier, Kevin Talien, Alex Ndoye, il y a eu Mourad Benkloua. Après, il y a eu d'autres joueurs, là, je peux en tête, ça fait trop longtemps. Donc, là, cette étape-là, je ne l'ai pas faite. Mais ça a été positif pour moi, parce que ça m'a donné faim, en fait, de dire, bah... Parce que moi, on m'a dit que j'avais été refusé. Donc, j'ai dit, bah ok, bah, tous les gars qui sont du pôle, à chaque fois que je joue contre eux, bah, je vais les éteindre. C'est ce qui se passait, ça a mis une rage en moi parce que j'ai pas eu le pôle franc, j'ai pas eu l'INSEP et j'ai dit, ah ok, c'est comme ça. Et tous les mecs qui font le pôle, ils sont censés terminer pro? Aujourd'hui, non, puisque franchement, du pôle de ma génération, il y a eu que 3 joueurs, je crois, qui sont passés pro. Dont un qui brille encore actuellement, c'est Evan. Ok. Tu vois. Mais lui, c'était quoi? C'était le travail ou c'était vraiment le talent qu'il avait? Travail et puis le talent. Ouais. Franchement, depuis Benjamin, on en parlait. Ouais. Moi, après, je commençais le basket, je connaissais pas, tu vois. Mais quand j'ai commencé à faire c'était quoi à l'époque, là? Tournoi Interleague, je crois.
Bah, nous, on était du 75 et il y avait le 94. Et 94, t'as peur de leur... trop chaud. Ah, okay. Trop chaud. Okay. Et donc, on me parlait de ce mec-là, déjà. Et moi, je savais pas qui c'était. Et donc, c'est après, j'ai commencé à connaître qui c'était Evan. Ok. Est-ce que tu te rappelles du déclic qui t'a poussé à vouloir être pro? C'est quand mon coach en... Ah non, c'était pas mon coach en Benjamin, c'était le responsable du club d'où j'étais. Il s'appelle Olivier Gombert. C'est lui aujourd'hui qui faisait les... Enfin là, il travaille pour la Fédé et il a fait beaucoup de tournois en Ile-de-France, dont les Générations Basket. Et c'est lui, il est venu me voir, il m'a dit on peut te mettre dans les sélections pour pouvoir peut-être après accéder au pôle. Et c'est à ce moment-là, tu sais, ça faisait quoi? Je suis arrivé en janvier, donc vraiment en cours de saison, moi. Et direct, il y a tout ce truc-là qui arrive. Je dis, vas-y, je vais être pro, moi. C'est mort. Je kiffe trop ça. Et tu disais que tu voulais être pro pour gagner de l'argent ou vraiment pour avoir le statut pro? Non, je voulais être pro, je voulais aller en NBA. Je pensais pas à l'argent à ce moment-là. Quand t'as 13 ans, tu penses pas à l'argent, tu vois. Tu peux te dire, je peux arriver en pro, sortir de ma famille de la galère. Hein. 13 ans, tu peux être très. Ouais, très tu smart peux déjà à ce niveau-là. Hein. Tu peux sortir, mais là, j'étais pas dans ce truc-là. C'était vraiment à titre perso. Parce que même moi, dans la vie de tous les jours, je suis un mec. Quand je fais un truc, je le fais à fond. Ouais. Tu vois, peu importe, tu me mets dans n'importe quel truc, je le fais à fond. C'est comme ça. Ok. Mais là, quand t'es au pôle, tes parents ils t'ont soutenu? On sait que ton père, il était pas trop d'accord pour que t'ailles au pôle, mais à quel moment il a lâché prise? Il s'est dit, bon là, c'est bon, le petit là, il est chaud là. À 17 ans. 17 ans, donc 4 ans plus tard. Ouais. Ok. Quand je suis allé au centre de formation à Cholet. D'accord. Tu vois, c'est à ce moment-là. Parce que les dirigeants, le directeur du centre de formation plus le coach, ils sont venus chez moi. Dans le 19e. Ouais. Ils se sont déplacés chez moi. Ils ont parlé aux vieux. Ils ont parlé aux vieux. Et le vieux était d'accord. Et les vieux, ils ont fait venir mes parents. À Cholet? À Cholet. Ils ont visité les installations. Ok. Et mon père et ma mère, ils m'ont dit, vas-y, c'est bon, c'est parti. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais la même problématique que j'ai rencontré quand j'étais plus jeune. Je jouais au foot, moi. Et mon daron, pareil, il y avait un tournoi de ouf. Et je dis pas que j'étais bon, mais je me débrouillais. Ouais. Et mon daron, il voulait pas que j'y aille. Et mon père, c'était un grand de mon quartier qui coachait. Il me dit, là, si tu rates ça, c'est mort. Et mon daron, je me rappelle, il a appelé chez moi le matin. Il a dit, non, il vient pas. Mais moi, je veux comprendre pourquoi les parents, ils comprennent pas que c'est peut-être important pour leurs enfants, ou peut-être c'est une porte de sortie pour leurs enfants. Bah, tu sais, moi... Tu penses à cause de la culture? Ouais, la culture. Il y a la culture. Et puis moi, mon père, il a aussi une histoire, tu vois, par rapport à ça. C'est que lui, il voulait être footballeur pro. Ok. Et son propre père lui a... Interdit. Il a dit non, niet. Mais c'est-à-dire qu'il a recommencé le schéma. Avec moi, c'était plus un côté où, pour lui, j'étais pas encore prêt. Ouais, mais il est mal placé pour savoir. On est d'accord. Ouais. Ça, on peut pas vraiment forcément savoir si tu laisses pas à la personne, mais pour lui, non. Mais pour mon autre frère, qui a joué au foot, ça a été facile. Ok. Mais pourquoi? Parce que t'es passé, toi. Ouais, moi, je suis passé, et 2, il joue au foot. Comme mon daron. Ok, je comprends mieux. Et mon père aussi était gardien, et mon autre frère a été gardien. D'accord. Tu vois. Donc, en fait, il vivait son rêve à travers lui. Pour moi. D'accord. Tu vois. On n'a jamais réellement parlé de ça, mais comment ça s'est fait aussi facilement? J'ai dit, mon frère, il est parti de chez moi à l'âge de 14 ans. Il est rentré en centre de formation à l'âge de 14 ans. Ok. Tu vois. L'âge où toi, tu devais rentrer au pôle. Ou moi, je vais rentrer au pôle. Tu vois. T'as vu? Donc, ça a été... Mais voilà, de toute façon, tous les premiers, Ouais, c'est compliqué pour eux. Ah, c'est dur. C'est dur. Mais tes parents, ils t'ont vraiment soutenu quand t'es parti, quand t'étais à Cholet? Ouais, ils m'ont donné la bénédiction, et puis après, c'était à moi de faire le travail. Ok. C'était à moi de faire le travail. Et, après, tu vois, c'est pas les parents, tu vois, on prend beaucoup de parents africains, c'est pas ceux-là qui vont suivre tout le temps, constamment, les enfants derrière, à dire, allez, fais ci, fais ça. Mes parents, c'était pas trop dans ça. C'est quand j'ai commencé à être pro, où ils venaient au match, ils assistaient, là, ouais, ils se disaient, ah ouais, attends. Il y a un truc à faire. Il y a un truc, mon fils il est là, et surtout quand j'ai commencé à rentrer en équipe nationale. Ok. Mais est-ce que tu penses que c'est bien la façon de faire pour des jeunes comme nous, qui ont la double culture française et africaine, on va dire, entre guillemets, pour pas citer la Côte d'Ivoire, de rester avec leur culture du pays, mais en France? Moi, je pense que c'est bien par rapport aux valeurs, mais ils n'ont pas les codes que nous, on a. Non. Nous, on a le cul entre deux chaises, tu vois. Ouais. Et là, de se dire, ouais, ben, mon fils, il a peut-être un talent dans ça, je vais le laisser aller à fond. Mais ils sont beaucoup plus réticents. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses.
on a cette double culture-là. Ouais. Voilà, eux, ils sont venus en France, Ouais. on est ici, donc il y a tout ce mélange-là culturel. Et ils gardent beaucoup la culture de là-bas. Ouais, et l'imprégner mais ici. ils veulent l'imprégner, mais je le comprends, parce que avant tout ça, avant que... Tu sais, ils ont leur culture, ils ont grandi avec ça, ils ont été éduqués comme ça, donc ils veulent éduquer leurs enfants comme ça. Ouais, mais dans un autre pays, là. On est dans un autre pays, on est d'accord. Ouais. Mais pour eux, ils font pas de différence. C'est ça le problème, justement. Et c'est un problème, mais pourquoi ? Parce que eux-mêmes qui sont venus en France, est-ce que eux ils ont capté la culture française ? Est-ce qu'ils ont capté tous les codes ? Ils ont capté les codes, quand même. Pour pas comme nous. Comment ils l'ont fait ? Pas comme nous. Ça veut dire que t'as vu, eux, ce qu'ils font, c'est pire que nous, parce que eux, ils viennent d'un autre pays, ils apprennent la langue, la culture, ils vivent à travers ça, ils font pas leur business, mais ils gagnent leur vie, tu vois, à leur échelle. Ouais. Donc, mais il y a deux trucs, sauf qu'au final, t'as dit tout ça, mais à la fin de la journée, quand ils vont éduquer leurs enfants, ils vont les éduquer comme s'ils étaient au bled. Ouais, d'accord, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand ton enfant il va à l'école, il est de la culture française. Bien sûr. Mais est-ce que les parents ils comprennent ce truc-là ? Non, regarde, je te prends un exemple. À la maison, mon père, quand on discute, je le regarde pas dans les yeux. Il me dit, tu baisses ton regard. Donc du coup, moi je vais à l'école. Quand il y a la maîtresse qui m'engueule ou quoi que ça, je baisse le regard. Mais c'est sous forme de respect. Sauf qu'elle, elle me dit, tu me regardes dans les yeux. Ah ouais, d'accord, je capte. Tu vois ou pas ? Ouais. Donc, t'as bascule avec ça. Ouais. Et il y a énormément de... Tu peux prendre plein de cas. Mais comment tu fais la différence à cet âge-là, hein, parce que à cet âge-là, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que même au final, des fois... Je prends un exemple. Je me rappelle, parce que ce jour-là, il voulait me frapper. Genre, il me dit... il n'y a plus de jus d'orange. Et moi, je dis, quoi ? Tu vois un peu comment c'est en France, les gens, les parents, les enfants, comment ils sont avec les enfants blancs, etc. Et tout. T'as le quoi ? Comment ça ? Et moi, j'ai agi comme ça. Mais quoi ? Comment ça ? Tu sais, il m'a mis une tarte. Donc, du coup, c'est là que tu dis, en fait, non, ça ne se fait pas, ça. Sauf que moi, je le vois dehors. Parce qu'on est entouré de blancs. On est issus des parents immigrés. Donc, tu vois le comportement de blanc. Et tu vois, toi, le comportement. Donc là, t'es perdu. T'es perdu. Mais c'est pour le problème pour toutes les communautés qu'il y a en France. Ouais, je comprends, exactement. Tu vois. Mais c'est compliqué à cet âge-là de trouver. Et après, au final, tu grandis avec. Et c'est là où il y a une confrontation avec les parents parce que, ok, tu vas capter ce qu'ils disent. Toi, tu vas faire ton truc dehors, tu vas capter. Mais toi, maintenant, tu as un mélange des deux. Donc, du coup, il y a des choses où ils vont te dire, ouais, mais moi, à ton époque, je pouvais pas faire ça devant mon père ou devant ma mère. Ok, tu pouvais pas faire ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on parle de communiquer. Tu vois, de communiquer, de communication. Et je pense que c'est très important parce que ça aurait évité beaucoup de choses. Tu vois, on prend dans les quartiers populaires où les gens, ils sont dehors, les enfants, ils sont dehors. Mais ils font... C'est comme au bled. Au bled, tu vas voir, les enfants, ils sont dehors. Mais parce qu'autour, tout le monde se connaît. D'accord. Tu vois. En France, tu peux pas faire ça. Parce que demain, tu n'es pas à l'abri d'une grosse bêtise, tu sais pas ce qu'il va faire ton enfant. Ouais, mais dans un quartier, c'est comme ça. C'est vrai. Mais c'est pas tout le monde qui se connaît comme ça. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a un mélange de culte de communautés. Tu vois. T'as le blanc, t'as le noir, t'as l'arabe, t'as le chinois, t'as l'indien, t'as tous ces trucs-là. Et chacun a son truc, et tu sais pas où ça peut te ramener. Tu vois. Et c'est super délicat, je trouve. C'est pas con ce que tu viens de dire. Mais est-ce que tes parents, ils t'ont donné cette confiance pour arriver à ce stade aujourd'hui ? À ce niveau pour être pro ? Ouais. C'est-à-dire ton daron était tellement smart qu'il te parlait déjà de la confiance en soi ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ah, le vieux, il est chaud. Ah, il est chaud. Franchement, il est chaud. Mais il m'a... De quelle manière il l'a fait, lui ? Dur. C'est-à-dire ? Parce que j'étais un enfant vraiment... Turbulent, hyperactif. Ok. Genre, ce genre de mec. Moi, à 6h du matin, je t'ai réveillé. Je suis devant la télé, tout est prêt. En fait, j'étais déjà prêt. Naturellement parlant, je suis un gars, tu me dis telle heure, tel endroit, on y va. Je suis prêt, je suis là, je suis assis. Et donc, mon père, lui, comme c'était trop, donc du coup, des fois, c'était un mode dur. C'est quoi dur ? Dur. Il m'a bastonné. Il m'a bastonné. Chose qu'on fait plus aujourd'hui. On fait plus aujourd'hui. Tu vois, mais il m'a beaucoup bastonné, il a beaucoup communiqué quand même, tu vois, en disant, tu vois, il m'a bien éduqué. Mais attends, si t'as bastonné, c'est qu'il a pas communiqué, il a pris la première option. Mais il a pris la première option parce que moi, des fois, j'abusais. Ah, ok. Tu vois, des fois, j'abusais, franchement, j'abusais, je me bagarrais trop quand j'étais petit, je me bagarrais trop.
Après, le truc, c'est que moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de moqueries. Par rapport à quoi? Par rapport à ma taille. T'es quoi, t'es trop grand? Ouais, j'étais grand. Tu vois, tu sais, t'es la girafe. Et moi, en fait, c'est au moindre petit truc, j'avais la main facile, moi. Ouais. C'est boum. Ah ouais. Ouais, non, il n'y a pas je vais discuter ou quoi que ce soit. C'est direct. Et comment t'as compris après? Et quand même, comment t'as vécu cette période-là? ah, c'était dur, hein. Parce que tu vois, tu sais, quand les gens ils viennent te dire, ouais, t'as 100 amis, toi. Ah, t'as 100 amis. Waouh. T'es petit, tu dis, ah ouais. Donc, du coup, tu cherches à plus être comme ça, tu vois. Parce qu'on te dise, ouais, t'as 100 amis, donc vas-y, t'essayes de modérer. Aujourd'hui, je me dis, ça fait un peu faux, tu vois. Ça fait un peu faux, mais c'est un truc où j'ai dit, en fait, j'avais raison d'être comme ça en mode dans mon coin, même si les gens, ils peuvent dire, ouais, mais non, t'es pas avec le peuple, on va dire, avec les gens, à communiquer et tout. Parce qu'au final, à dire à quelqu'un qui est sans amis, demain, tu vas le forcer à ce qu'il force l'amitié avec les gens. Ouais, mais oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui et non, oui, je vois ce que tu veux dire, mais... Mais c'est vraiment, moi, c'était dans ça. Des fois, tu vois, je pouvais être là à diminuer comment j'étais moi, juste pour avoir une amitié. Ah, mais t'étais jeune. J'étais jeune. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que, avec du recul, bon, ça m'a servi de leçon. Au final, je sais que c'est un truc à pas faire. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, tu vois, tu te fais que de bastonner. Que des dingueries sur dingueries à la maison, trop hyperactif. Mais comment il t'expliquait qu'il faut que tu aies confiance en toi pour avancer, mais il faut pas non plus, tu vois, il faut savoir rester humble, tu vois. Ouais, pas de problème dehors. Les profs, ils ont toujours raison. Pas de bagarre. Ils ont tort aussi. Ils ont tort aussi, mais pour lui, t'écoutes tous les parents, c'est ça. Les profs, ils ont raison. Tu vois, peu importe. Tu ramènes pas la police à la maison. Voilà, il t'explique les choses, tout ça, etc. Et lui, par contre, c'était un truc où... Ça, je pense que c'est ça qui m'a apporté la discipline. Tous les... Tu vois, quand il allait au travail et pour les vacances, il disait, tu fais le ménage. Ok. Donc moi, j'allais, parce que souvent, tu vois, il me donnait un petit billet. J'étais content, tu vois, j'ai acheté des petits bonbons et tout. J'y vais. Mon père, c'est le mec, tu fais le ménage. Hein. S'il voit pas sa tête sur le parquet, tu as mal fait. T'as mal fait. Donc, comment tu vas voir ta tête sur un parquet? Vas-y, viens, on parle. Tu vois les parquets à l'ancienne, allez voir. Tu vois comment? Je pense qu'il a été smart. Hein. Ouais, sauf qu'au final, c'est-à-dire que tu fais 2 fois, 3 fois, 4 fois le ménage sur le même truc. Ouais. Il dit, ouais, là, c'est propre. J'ai dit, ah ouais. Ah, des fois, il dit, c'est pas propre. Et puis, il se barre. Hein. Mais il a raison. Il parle même pas avec toi. Il a raison. C'est comme ça marche. Tu vois. Donc, c'était vraiment ça, tu vois. À quel moment ça a marché pour toi le basket? Comme on sait que tu as une carrière entre guillemets compliquée. Tu n'es peut-être pas arrivé en pro tout de suite, tu es passé par des niveaux inférieurs pour remonter, peut-être des fois aussi pour redescendre, pour encore remonter et t'installer. Quel moment ça a marché pour toi? Où tu te dis là, ok, c'est bon, là je suis installé et maintenant il respecte le nom de mon père. 2019. Ok. Pourquoi? Parce que c'est la même année où je reviens à Nantes. Ok. Et en fait, là, j'étais en mode revanchard. Ok. Et tu reviens à Nantes, pas avec le même statut? Pas avec le même statut. Ouais. Mais cette même année-là, je fais ma première Coupe du Monde. Ok. Donc les gens, ils connaissent mon nom. C'est quand tu t'es la première fois? Pour l'équipe nationale, c'était en 2015 la première fois. Ok. Et ma première compétition réelle, enfin j'ai commencé à vraiment jouer les matchs, c'est en 2018. Et ma première compétition majeure, c'était en 2019. Ok. Donc un an plus tard, de ton retour à Nantes, tu fais la Coupe du Monde. Ouais. Donc 2019, l'année charnière. Ouais. Franchement, c'était... Bah déjà cette année-là, compliqué, parce que à Nantes, je perds mon coéquipier. Tu perds de quoi? Aujourd'hui, j'ai pas la réponse, puisqu'ils ont donné la réponse à la famille. Mais pour moi, je dis juste que c'était son heure. Ok. Voilà. Pour moi, c'était son heure. En plus, il sortait d'un match à 35 points 2 jours avant. Et on l'avait perdu sur un fait de jeu incroyable. Et mais il est décédé devant vous ou... Non, il est pas venu à l'entraînement. Il est décédé chez lui. Tout seul? Enfin, tout seul. Et t'imagines, américain, seul dans le pays. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. La famille loin, tout ça, donc compliqué. Ouais. Donc charnière, c'était compliqué. Et après, derrière la Coupe du Monde, il fallait être prêt, tu vois. Mais déjà, quand tu reviens à Nantes, tu reviens sur quel statut? Alors, je reviens avec un statut de leader. Ok. Parce que je sortais de Toulon. D'accord. Et donc, Toulon, première division? Ouais, Toulon, première division. Nantes, deuxième division? Ouais. Okay. Donc, du coup,
bam, je vais là-bas, le coach il m'appelle, il dit écoute, je vais faire l'équipe autour de toi, j'ai vas-y. Okay. Et donc je viens avec ce statut-là de leader et donc que j'ai assumé avec les hauts et les bas de la saison, rien que par rapport au décès. Et, plutôt réussi puisque après derrière, je signe à Cholet dans mon club de formation 2 ans. Ok. Mais c'était quoi? T'as signé à Cholet en première division, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était sur quel statut? Statut vraiment de joueur qui va... Tout éclater? Tout éclater. Et, je vais apporter à l'équipe ce que j'ai appris avec Nantes, ce que j'ai fait en tant que leader, et voilà. Et apporter mes qualités que le coach m'avait demandé à ce moment-là. Mais t'as eu directement du temps de jeu ou ils t'ont, entre guillemets, mis à l'essai? Non, j'ai eu le temps de jeu quand même. Ah ouais? T'as 20 minutes, 18-20 minutes en moyenne. Ok. Tu vois. Ok. Donc c'est déjà bien. Ok. Et après, il y a eu le Covid. Ok. On faisait une super saison. Ok. On faisait une super saison, il y a eu le Covid. Ça a été compliqué après l'année d'après. Puisque l'année après Covid, voilà, il y a eu un événement qui m'est arrivé durant cette période-là. Et donc l'année d'après, compliqué. C'était compliqué. Même la saison était compliquée. C'est après le Covid, t'as pas de public, t'as rien pour te motiver. Ouais. C'est bizarre, donc c'était compliqué. C'est quoi la saison où t'as pris plus de plaisir à jouer? Celle de Nantes? Quand tu reviens en mode leader? Ma meilleure saison où j'ai pris énormément de plaisir, c'était à Denain. C'était en National 1, ça? Non, Pro B. Pro B? Ouais. Ah, c'était quand t'as ton premier contrat Pro B? Non, c'était mon deuxième contrat. Ok. Pro B. Premier, c'était à Saint-Vallier. Ouais. Après, j'ai signé à Denain. Ouais. 2014-2015, je crois. L'année d'après, c'est l'année où on va en finale. Avec une génération de fous. Mais Denain, c'est quoi? T'as fait combien de temps là-bas? 2 ans? 3 ans. 3 ans? Ouais, 3 ans à Denain. Et cette année-là, on avait une équipe de fous. Aujourd'hui, tu vois, t'as des joueurs comme Yacouba Ouattara, William Howard, Jerry Boutielé, Austin Hollins, tu vois, ces joueurs-là qui jouent en Euroleague ou quoi que ce soit. Après, t'en as d'autres, t'avais Sacha Giffard qui était en fin de carrière, t'avais Jérôme Cazeneuve, Jeb Ivey, Benoît Gillet et peut-être j'en oublie même, je sais plus. Mais cette année-là, incroyable, que des jeunes de 22, 23 ans. C'est normal, t'étais insouciant. Voilà, et c'était... Et tu connaissais pas encore vraiment le milieu du basket, donc t'étais vraiment j'arrive en mode jeune, je m'en fous. Moi, on était en mode jeune, là, on a kiffé, et on va en finale de championnat, tu vois. On perd contre Antibes, mais incroyable cette année-là. En tant que sportif de haut niveau, as-tu déjà déprimé? Ouais. Ah ouais? Ouais. Raconte-nous tout. Je suis rentré Parce que, en fait, excuse-moi, je te coupe, mais les sportifs de haut niveau, ils parlent pas souvent de la déprime ou la santé mentale, tout ça. Non. Ils en parlent pas. Tant qu'ils le vivent pas. Des fois, ils le vivent aussi. Ils en parlent pas. Ouais, alors, il y a ce tabou-là un peu, je pense. Pourquoi il y a un tabou autour de ça? Parce que tu as un côté où, tu sais, demain, tu vois, on va prendre LeBron James. Demain, LeBron James dit qu'il est déprimé. Je pense que dans le monde, waouh, ça a un impact sur son image. Sur son image, je pense pas. Les gens vont l'être là en mode « Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, tout ça, etc. » Mais je te jure, ils vont se dire « Mais attends, comment ça un mec comme LeBron, il déprime? Comment c'est possible ?» Tu vois? Mais c'est possible en plus. C'est possible. Mais parce que les gens oublient que... Il a fait des déprimes. Bien sûr. Mais Mike Tyson, ils l'ont vu cogner des mecs. Sauf qu'aujourd'hui, le voir déprimé, ils disent « Ouais, attends, bizarre lui. » Ouais, c'est vrai. Tu vois? Alors qu'on dit quand même, c'est un mec fort. Non, il peut pas déprimer. Attends, avec tout ce qu'il a fait, comment il peut être... Bah à la fin, ça reste un être humain. On a tous des émotions, on a tous ces choses-là. Et t'as déprimé à cause de quoi? Premier fait, la perte de ma mère. Ça a été un gros coup, vraiment un gros coup. Parce que, tu vois, tu peux en parler, tu peux expliquer aux gens, etc. Mais je pense que même si tu parles, même si tu leur expliques, tant qu'ils l'ont pas vécu, ils pourront pas comprendre. Moi, j'ai parlé de mon père, donc je sais de quoi tu parles. Tu vois, donc c'est compliqué. Et donc après ça, moi, j'ai une succession d'épreuves. Et compliqué à gérer. Vraiment compliqué à gérer. Émotionnellement? Ouais. Parce qu'en fait, et je suis tombé sur la phrase d'un rappeur qui disait clairement je fais qu'encaisser, j'ai pas le temps de parler du décès. C'est vrai. Tu vois. Mais je sais pas si vraiment tu as le temps de parler du décès. T'as pas le temps.
T'as pas le temps, mais... Tu peux pas non plus. Et c'est là où, moi, je trouve qu'on devrait en parler. Parce qu'en n'en parlant pas du décès, bah en fait, tu vas te prendre un effet élastique. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, ça dépend comment tu le gères. Tu vois, moi, je trouve que, comme je dis aux gens qui étaient autour de moi, c'est que ma mère, 1 an avant, je savais déjà que ça allait pas durer. Tu vois. Parce que j'ai vu quand elle est venue chez moi, je dis, ah non, je pense pas que ça va durer. Donc, psychologiquement, je me suis préparé. Et elle est partie. Les gens, parce que c'était pendant le Covid. Donc, les gens pensaient que c'était à cause du... Je dis, non, franchement, c'était son heure. Tu vois, c'est pas genre... tu vois, je peux entendre des gens où peut-être le parent, il y a un accident, grosse maladie, tu le vois dans tous ses états, ou soit il s'est fait tuer, etc. Ou il s'est fait violer, ou tu vois, vraiment, j'ai pas ce truc-là. Aujourd'hui, tu vois, j'ai pas ce trauma-là de me dire, ah ouais, putain, ils vont faire un truc de fou à ma mère. Non, elle est partie, c'était son heure. Ouais, maintenant, mais tous les jours, bah, c'est le manque, tu vois. Pouvoir dire allô maman, on va parler. Même des fois, tu vois, souvent, je peux être dans des coins. Quand je vais voir des gens avec leur maman ou leur papa, je suis content, je les regarde. Tu sais, les gens ils vont dire peut-être qu'il est chelou lui, mais non, je regarde parce que c'est comme si c'était mon truc pour me guérir, tu vois. C'est un peu bizarre comme je le dis, mais ouais, vas-y, kiffer. C'est voilà, c'est le vivre. Ouais, c'est kiffer le truc. Où tu vois les gens ils sont là, ils sont au téléphone, ouais maman, ouais ça va. Ah, je kiffe. Et tu vois, genre, pour te dire à tel point que je pense que c'est important d'en parler, c'est après 2 ans après le décès que j'ai pris mon téléphone pour appeler ma mère. À ce moment-là, je me dis, ben, elle est plus là. Elle est plus là. Et là, j'ai ah ouais. Là, j'ai ah ouais, chaud. Et donc, du coup, t'es là, tu vois la vie autrement. Moi, quand c'est arrivé, c'est une partie de moi qui est partie, tu vois. Comme je dis aux gens, c'est que malgré tout, son sang il coule dans mes veines. Parce que j'étais dans son ventre, tout ça, etc. Mais t'as une partie qui part et tu vois le monde autrement. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Perso, moi, j'ai pas vécu comme toi et je sais pas si on peut comparer la mort de son père et de sa mère. Je pense que c'est différent. Je pense. Totalement. Je pense que la mère, c'est plus fort, peut-être. Ouais. Plus fort ou plus chaud, carrément, que le père. C'est elle qui t'a mis au monde. Ouais, je pense que la tâche n'est pas la même. Non. Et la souffrance n'est pas la même. Non. Tu vois, quand tu parles, je me reconnais, mais je me dis, ah ouais, putain, il vit des trucs que moi, j'ai pas vécu, en fait. Ouais, non, moi, c'était dur. Parce que je suis le premier. Ouais, je capte. Je suis le premier. Et quand ton père, il te dit, hey, parmi tous ses enfants, celle qu'elle aimait, c'était toi. C'est chaud. Et moi, il faut encaisser. Parce que derrière, tu vois, mon père, il me l'annonce. Il me l'annonce. Moi, je dois annoncer à mes frères. Ah, c'est toi qui as annoncé tes frères? Ouais. Et sauf que mon père, il est en Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, je suis en France. Ouais. Mais je suis à Cholet. Ouais. Parce que c'est le Covid. Ouais. Et toute ma famille débarque à Paris. Je suis pas là, je suis le premier. Ok. Donc, du coup, après, ce qui se passe, c'est que je monte après. Et je dois gérer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est un autre game. Et moi encore, là où c'était encore plus fou, et même mon père jusqu'à aujourd'hui me dit, mais pourquoi t'as pas enregistré ça? C'est que moi je fais un discours devant toute la famille. L'imam il dit, en 20 ans où il fait ça, il a jamais vu un enfant prendre parole. Sérieux? Ouais. Ah, c'est trop chaud quand même. Mais il faut me voir moi, je suis là comme ça. Plissez les yeux. Je vais pas pleurer. Parce que je suis obligé de me... Tu sais, de pas faire bonne figure. Parce que je peux pas craquer. Je suis le premier. Pourquoi? Je sais pas. C'est contradictoire avec ce que tu dis. Hein. C'est contradictoire. Mais j'en ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont perdu leurs parents. Et en fait, si le premier craque, tout le monde craque. Non. Non. Moi, ça dépend qui. C'était le contraire pour Mais moi. je pense que ça dépend quelle position tu as dans la famille. Si tu es le pilier, si le pilier il craque, c'est chaud. Moi, c'est mon frère, en fait. Je rentre dans le champ de mortuaire, je vois ma mère qui béton, je vois mon frère qui tombe. J'ai encore l'image dans ma tête. Et sur un pas, je me dis, là, si moi je tombe avec eux, on est tous cuits. Tu vois? Il dit, on est tous cuits. Et je suis resté là, de marbre. Je les regarde, je les réconforté. Mais tranquille, c'est rien, c'est bon. Là. Tu vois? Ouais.
Mais moi, j'estimais que mon frère mentalement était plus fort que moi, tu vois. Mais à ce moment-là, j'ai vu une faiblesse chez lui. Ouais. J'ai dit, en fait, lui, il n'est pas aussi haut que je pensais. Parce que sur un pas, il est rentré, tombé. Alors peut-être parce que comme c'est moi qui a combattu mon père, tu vois, au rendez-vous, j'étais beaucoup plus prêt à tout ça. Ouais. Je sais pas. Bah, si tu as passé beaucoup plus de temps, tu étais là à l'accompagner, que tu voyais, inconsciemment, tu te prépares à ça. Peut-être, ouais. Vas-y. Peut-être. Mais ça, quand je me suis sur un pas, je me suis dit, ah, si moi je béton avec eux, c'est cuit. Ah oui. Si, tout le monde ne peut pas tomber. Ah non, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Et là, moi, mon père, il m'a éduqué pour que demain, je sois amené à être le pilier de la famille. Je peux pas craquer. C'est dur. Tu vois. Et sachant que mon père, il est en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, Vaf, vas-y, c'est toi qui me représente. Donc j'ai cette responsabilité-là. Mais attends, je craque. Parce que moi, mon frère, il a craqué pendant les funérailles. Il pleurait. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je peux pas pleurer, là. Je peux rien faire. Ouais. Malheureusement, les coutumes africaines, des fois, c'est pas compliqué, facile, hein. c'est pas facile. C'est pas facile. Crois-moi, c'est pas facile. Et Dieu seul sait, franchement, c'est un truc, tu peux pas le changer, puisque c'est en eux. Mais si je pouvais faire ce changement-là, c'est que venez un temps, mais après laissez les personnes respirer. Parce que vous prenez leur énergie. De ouf. Ils ont même pas le temps de... J'ai jamais compris ce concept de quand t'as un décès, la famille vient chez toi pour te réconforter. J'ai jamais compris ce concept-là. Moi, quand il y avait ça, je suis chez moi. J'étais pas chez moi. Ah, mais j'ai fait pareil. Je supportais pas. Ah, j'ai fuyé. J'ai dit à mon père, je disparais. T'es obligé. T'as même pas encaissé que t'es là, faut que tu gères des gens. Bien sûr. En plus, t'as des gens, tu les connais même pas. De ouf. Ils vont dire, ah, t'as grandi. Ouais, j'ai grandi, ouais, d'accord, mais on se connaît pas, frère. Tu vois, on se connaît pas. Donc laisse-moi tranquille. C'est vrai. Mais comment t'as vécu, aujourd'hui, comment tu vis le décès de ta mère? Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 3 ans. 3 ans? Ouais, 3 ans. Et là, comment tu le vis? Avec du recul de 3 années? Bah, parfois c'est dur. Ouais. Franchement, c'est dur parfois. C'est vraiment dur parce que, tu vois, tu penses à la vie. Surtout, en fait, c'est les gens qui me font que c'est dur. Qui me rappellent que c'est dur. Tu vois, comme je te dis, je vois une personne avec son maman. Ouais. C'est dur. Je vois une grand-mère avec son petit enfant. Je me dis, mais demain, ma mère, elle verra pas. Tu vois. Demain, je me marie. Elle est pas là. Elle est pas là. Demain, pour chaque chose importante, elle est pas là. Regarde, je fais la canne. Avant de partir à la canne, je vais sur sa tombe. Je dis, je te jure, je te ramène l'or. Mais au final, je ramène pas l'or. Mais tu vois, j'aurais kiffé qu'elle soit là. Mon père m'a vu jouer en Côte d'Ivoire, pas ma mère. Tu vois ou pas? Ouais. Et j'ai vu la fierté de mon daron dans ses yeux, de voir quand je joue en Côte d'Ivoire, à Abidjan, devant la famille, et on dit ton nom. Ça aurait été bien s'il y avait la Madrid. Il a respecté le petit là. Tu vois, ça aurait été bien. Et t'as tout ça en fait qui te... Donc au quotidien, c'est dur. Parce que même des fois, t'as envie de lui parler, avoir des conseils. Alors, on dit tous, ouais, tu peux parler avec la maman, tout ça. Voilà, donc ok, je le fais. Mais c'est pas physique. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a ce truc-là. Il y a ce truc qu'une mère peut comprendre. Parmi tout ce qui peut se passer dans le monde, entre tes amis, le travail, la famille, tout, ça peut être la merde. La seule personne qui sera toujours là, c'est ta maman, man. Ah, c'est la vérité. Hein. Peu importe ce que tu fais. Ah ouais. Les parents, les deux, tu vois, ouais. les deux seront là, tu vois. Mais la relation mère, fils, c'est pas la même. Elle est pas pareille, tu vois. Je capte. Aujourd'hui, t'as fait le deuil ou pas? Je vis avec. Ça veut dire quoi, je vis avec? Bah, tu auras des hauts et des bas, ouais. Tu vois. Comme cette année, il y a eu pas mal de... C'était compliqué, ouais. Tu vois, cette année, c'était compliqué. Mais t'es obligé de faire avec parce que ça fait partie de l'humanité, tu vois. La vie et la mort sont liées. Tu peux pas dissocier les deux. Et tu vois une psy pour ça? Ouais. Elle t'aide beaucoup? Ouais. Depuis combien de temps tu la vois? Ça fait 2 ans. Ok. 2 ans. Il y en a une que je suis là. J'ai 2 pratiques différentes. Et là, ça va faire depuis 3 mois que je suis un psychologue là. Donc, voilà, on échange, on parle, on discute. Moi, il
Ils font plus comprendre qu'il faut que je fasse attention à l'effet élastique, tu vois. Parce que je suis quelqu'un qui encaisse beaucoup. Ok. Qui encaisse beaucoup. Mais je parle pas, j'exprime pas les trucs, ça, etc. Et souvent, quand je vais exprimer, c'est à l'effet d'une bombe, tu vois. Donc, du coup, j'ai appris à communiquer, à parler, etc. Mais c'est pas surtout, tu vois, que je vais communiquer les choses. C'est vraiment pas surtout. Tu vois, je vais avoir la patience un peu. Je dis, ah, c'est peut-être pas le moment, etc. Mais voilà, on essaye de vider les choses petit à petit. Et, mais le fait de les voir, ça t'apporte vraiment beaucoup, vraiment une grosse différence, contrairement à avant tous ces événements. Parce que dans les sportifs de haut niveau, pas beaucoup de sportifs parlent de dépression, parlent de psychologue, parlent de psy. C'est comme si c'était une honte, tu vois. On va parler beaucoup de coach mental. Ouais, camoufler un peu le truc. Voilà, et pas de psy. Pas de psy ou pour traiter. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai que notre sport nous apporte beaucoup de pression. Ouais. Parce qu'il y a la pression du résultat, la pression de la performance. Pas de problème. Mais à la fin de la journée, quand tu finis ton match ou ton entraînement, t'es un être humain. De ouf. Donc demain, il t'arrive une dinguerie, je sais pas, ton frère il est malade. Ou t'as un de tes amis, ça va pas, parce qu'il a besoin d'être écouté. Tes parents, ils sont vieux, faut être présent, etc. Tout le monde vit ça. T'as beau être qui tu veux dans le monde, tout le monde le vit. Donc c'est pas parce que t'as un statut ou t'as le blue check, comme ils aiment bien dire les gens, que tu n'es pas être humain. Et c'est ça ce que beaucoup de gens oublient. Et tellement les gens ils se sont mis dans la peau du personnage de sportif, et ben ils ont oublié qu'en fait ils peuvent exprimer des choses, vivre en tant qu'être humain. Tu vois. Et c'est là où c'est compliqué. Mais en tout cas les deux, ça me fait du bien, mais le plus gros du travail, il vient de moi. Donc je vais le voir, et après c'est à moi de faire le travail. Je comprends. Tu vois. C'est le plus important d'avoir cette ressource-là, de faire le travail, d'aller puiser au fond de soi-même cette force-là qui va te permettre de rebondir. Et ça, c'est quelque chose où, tu vois, je travaille beaucoup là-dessus et je l'ai plutôt bien fait, même s'il y a eu un effet... Là, tu vois, par exemple, il y a un mois et demi, ça m'a pété à la gueule. Vraiment, ça m'a pété à la gueule parce que, en fait, depuis le décès de ma mère, il y a eu, comme je t'ai dit, il y a eu une succession d'épreuves et je pensais les avoir gérées, sauf qu'en fait, j'ai pas pris étape par étape, tu vois. Et je pense que c'est plus ça à faire, de prendre étape par étape pour pouvoir aller mieux demain, tu vois. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, le poids qui repose sur tes épaules en tant que joueur professionnel de basket. La question que je te pose, c'est comment va ta santé mentale aujourd'hui? Ça va. Ça va, ça veut dire quoi? C'est vague? Ça va, c'est vague, mais c'est... C'est quoi? T'es en souffrance? T'es pas en souffrance? Tu te sens bien? Tu te sens mal? T'es en dépression ou en début de dépression? Fin de dépression? Je suis en fin de déprime. Ok. Enfin, je ne même pas fin. Parce que je suis pas vraiment à la fin. Je suis en milieu de déprime. Ok. J'étais en début de déprime il y a 2 mois. Ouais. Vraiment forte, tu vois. Et tu vois, par exemple, tu vois, le mot déprime, c'est mon psy qui me l'a sorti. Il m'a dit, dépression, ça fait un peu, tu sais... Peur, mais surtout, ça fait comme si c'était une maladie. Genre, on te dit, ouais, on a décelé en vous de la dépression. Il dit, je pense que t'es en grosse déprime. Et là, ça m'a parlé, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les gens, en entendant dépression, ils se sont inculqués en mode en disant, ah, je vais mal bien, je suis en dépression. Mais venons, on sort la rousse, là, vite fait, là. C'est pas tout le monde qui connaît la définition des mots exactement. Et il faut faire super attention à ça. Parce que ça a son importance sur l'humain. L'impact. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de sportifs qui consultent des psys aujourd'hui? J'espère que oui, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Tu vois, via Kevin Love, Isaiah Thomas, John Wall. Donc, là, tu cites des basketteurs pro qui jouent NBA. Ouais, basketteurs pro qui jouent NBA, tu vois. Et même, alors, dans le monde du sport, ça se fait de plus en plus, ils en parlent de plus en plus. Mais il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière le coach mental. Ouais, mais c'est dur parce que là on parle de faits personnels. Toi aujourd'hui tu as une facilité d'en parler, tout le monde n'est pas capable d'en parler, malheureusement. Donc c'est dur de parler de soi et se voir dans cette image-là, je pense, pour des basketteurs.
soi-disant professionnels qui doivent avoir cette image du high level, tu vois. Donc je peux les comprendre et j'arrive à capter, pas leur honte, mais j'allais dire leur esquive, c'est pas leur esquive, mais cette façon de gérer les trucs, moi je capte, moi. Mais c'est un truc où surtout tu te mets dans pas appris. Mais tu te mets dans une cage, là. T'as été vraiment là pour montrer ton image, et puis c'est tout. Mais tu regardes tous les artistes, je prends Big Flo et Oli, ils ont parlé de leur dépression. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Ah ouais, là c'était chaud. Sérieux? Ils voulaient arrêter. Mais tu penses qu'ils dépriment à cause de quoi? Parce que ils ont le succès. En fait, moi je pense que quand tu commences la musique, inconsciemment tu cherches le succès. D'accord? T'as le succès, t'as l'argent, t'as la notoriété, t'as la reconnaissance, et tu déprimes. Ça, c'est des choses que nous on peut pas comprendre. Dans ma position, je peux pas comprendre. Si tu es à la quête d'un truc que tu obtiens, je peux pas comprendre. Peut-être que c'est le retour de l'amour qu'on te donne qui est trop violent pour toi. Je sais pas. Non. Je vais te prendre un exemple. Tu vois, j'étais confronté cette année à les fans. Ouais. Les fans, après un match, toi tu viens de te donner. T'as vu? Tu sais, le basket c'est intense, tu vois. Après le match, le fan, lui, ce qu'il a en tête, c'est juste je veux mon autographe. Alors, tu joues le jeu. Sauf que quand la personne elle vient, elle te tend juste le bout de papier comme ça. Pas de bonjour, ou ouais, est-ce que vous pouvez me signer? Pas de politesse, rien. De toi à moi. T'entends ça tout le temps. À un moment donné, tu craques. Est-ce qu'il cherche à savoir comment je suis, moi? Comment je vais, moi? Je comprends ça. T'as des trucs externes. En tant que succès, t'as du succès, t'es vu, t'as de la visibilité. Bah, t'as beaucoup de gens autour de toi qui viennent. T'as beaucoup de gens qui viennent te solliciter. T'as beaucoup de... T'as ton devoir à faire. Alors, et tu vois, il y a un film qui le représente très bien, ça. C'est L'Associé du diable. Et il parle beaucoup de la vanité. Tu vois, les gens, ils veulent le succès, la lumière, etc. et tout. Mais hey, faut savoir supporter tout ça. Faut savoir supporter que tu auras des gens qui n'ont rien à cirer de ce que toi, tu ressens personnellement. Tu vois, je prends Mike Tyson. Je pense qu'il y a des gens qui sont souciés de sa dépression. Sur l'état mental, non. Non. Ils étaient juste contents pourquoi? Qu'il aille cogner des gens, qu'il aille mordre l'autre gars, et puis voilà. Au final, toi, derrière, quand t'as ce truc-là, tu te dis, mais... En fait, ils oublient mon côté humain. Comme ça, c'est trop maillot aussi. Ouais. T'as vu? Tu charbonnes. Pour au final, bah en fait... Ah, mais t'as le revers. Tu vas dans tel pays, tu vois pas ta famille, mais t'as ta famille qui te donne des... Tout ça, en fait, tu dis, hey, stop. Stop. Tu t'as beau être riche comme tu veux, mais même 1 milliard sur la table, t'auras encore des problèmes. Non, c'est sûr. Pourtant, tu vas te dire, t'es bien, tu voyages, tu fais des trucs. T'as de l'argent. Mais non. Je prends l'exemple du couple, tu vois, bon, toute proportion gardée. Tu vois, il y avait un couple, j'étais tombé sur la photo d'un couple, d'un acteur apparemment, je sais plus. Il montre à travers une photo avec sa famille, il est bien. Tu vois, tu regardes sur Instagram pour faire, oh tu vois, ouais, c'est cool. 2 jours après, t'apprends qu'il se suicide. Pourquoi il s'est suicidé? La raison, je sais pas. Mais moi, quand j'ai vu ça, je dis, bah, en fait, les gens, ils leur montrent la belle vie, mais ça se trouve, ils sont dans le dur. Bah oui. Mais c'est ça le problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Malheureusement. Tu montres que le paraître, tu montres ce que tu veux montrer, tu vois. Bien sûr. Mais ils ne voient pas la réalité, tu vois. Non. Malheureusement. Bah non. C'est ouf. On va changer un peu de sujet. Il faut quoi aujourd'hui pour être un pro? C'est une question, des fois, je te dis, qu'est-ce que tu vas dire à ces jeunes. Personnes qui, à ces jeunes-là, tu vois. T'aurais dit quoi? C'est la question de bateau qu'on dit tout le temps, mais t'aurais dit quoi à Vav qui a 14 ans maintenant? C'est bateau, moi, je trouve. Ouais, c'est bateau, mais elle est réaliste, puisque... Elle est pas réaliste. Enfin, pas réaliste. Elle est pas réaliste. Ce qui t'a amené, tu vois, on prend l'époque de Denain. Ce qui t'a amené à Denain, continuer à avancer jusqu'à arriver à Nantes, c'est l'insouciance. Quand tu commences à comprendre le fonctionnement... Bah, je l'ai compris tôt, moi, le fonctionnement. Ouais, mais t'avais encore cette folie de dire, ouais, c'est pas grave, moi, je sais que mes potes, je kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, j'étais pas avec mes parents. Non, mais quand je dis avec mes potes, je fais ce que j'aime. Ouais, voilà, je fais ce que j'aime. Je prends de l'argent, je suis content, tu vois. Je suis un pro. Tu t'en fous. Mais quand tu te rends compte que, ok, maintenant, c'est vraiment un boulot. Ouais. Alors ça, je me suis rendu compte, quand j'étais à Toulon. C'est quelle année? C'est quand on a commencé ensemble? Ouais.
c'était tout long. Parce que c'était après ma première saison à Nantes qu'on a bossé ensemble l'été. C'était quoi, 2017 ça 2016. Ouais, 2016. Okay. Non, 2017, pardon. 2017. Ouais, 2017. Et tu vois, à ce moment-là, je dis, ah ouais, quand tu arrives en Pro A, c'est une autre sphère. Les joueurs sont différents. Tu vois, je parle de la Pro B où tu vois, avais un profil de joueur, tu arrives en Pro A, tu as un autre profil de joueur. C'est quoi la différence entre la Pro B et la Pro A, clairement? Parce que moi, je trouve que la Pro B, elle est beaucoup plus physique que la Pro A. Non. Ah ouais? En fait, les gens pensent ça, mais non. Mais de l'extérieur, nous, on voit ça. Hein. En tout cas, sur les contacts. Mais la Pro B est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de contacts. Ouais. Ça joue beaucoup plus sauvage, vraiment. Ouais. Mais la Pro A, c'est physique, mais correctement. Ok. C'est pas... Parce que c'est beaucoup de... En Pro B, t'as pas les qualités des gens que t'as en Pro A. Demain, tu tombes... allez, je vais prendre qui tu prends Eli Okobo. Allez, je prends Eli Okobo. Tu le laisses dans le corner, tu penses que tu vas défendre de la même manière? Non. Alors que tu mets un autre gars. Je sais pas, je prends peu importe un des gars de Pro B, qui a des bonnes qualités, mais voilà. Tu vas défendre différemment, tu vas peut-être tricher un peu plus. Mais Eli Okobo, tu vas être très vigilant. Tu vas pas laisser les gars. Donc c'est juste ça en fait la différence, c'est que les qualités intrinsèques des joueurs, elles sont largement meilleures. Donc, ça fait que tu peux pas t'amuser à tricher n'importe comment. En Pro B, tu peux le faire. Genre, des fois, les Pro B, la raquette, elle est fermée, tu peux pas rentrer. Mais parce que tu as les joueurs, vas-y, des fois, tu vas faire un pari. Vas-y. En Pro, tu fais très peu de paris. Très peu de paris. C'est très sur les trucs et c'est très physique. Joue Monaco en mode forme, là. Ou joue Dijon, ou même notre équipe, là, qu'on avait un peu. Bon, moi, cette année, après, ça dépendait des matchs. Nous, notre coach, il nous disait, il veut moins de c'était combien de points? 70 points, je crois, un truc comme ça. Bah, mon gars, tu sais que là, ça va être la castagne. Ah ouais. Tu sais que là, tu viens là, c'est la castagne. Parce que le coach, il aime ça. Donc, c'est plus ça, en vrai. En Pro, c'est juste, ça joue dur, mais différemment. C'est que c'est beaucoup plus précis. Tu vois, et les gars, ils ont beaucoup plus de skills, donc ils n'ont pas besoin forcément de jouer sur leur physique, alors qu'en Pro B, c'est beaucoup sur le physique. Et c'est ça qui m'a permis de... Le physique était bien, mais après en Pro A, j'ai appris à devenir un vrai joueur. Ok. Tu vois, en allant prendre les skills, tout ça, etc. Plus être que sur le côté physique. Ok. Tu vois. Mais t'as pas répondu à la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour jouer en pro? Pour jouer en pro... pour jouer en pro... déjà, il faut se le mettre dans la tête que je vais être pro. Ça suffit pas, ça. Ça suffit pas, mais c'est la première étape. Deuxièmement, charbon. Travailler. Mais travailler, les gens ils me aiment trop dire ça. Mais c'est quoi travailler? C'est vague, hein. C'est vague, mais tu vois... travailler pendant 15 ans, mon frère, personne ne te voit. Hein. Bien sûr. T'as ce truc-là. Il y a un mec, je sais plus dans quel pays, là, qui travaille très très dur. Là. Au Cameroun. Le Camer, là, qui travaille là dehors. Là. Ouais. Ouais, c'est un Camerounais. Mon frère. Il est encore au Cameroun. Hein. Ah, il est encore au Cameroun. Mais tout le monde l'a vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Tout le monde sait qu'il est bon, mais personne ne l'a appelé. Ah, c'est vrai. Non, mais après, moi, ce qui m'a aidé à être pro aussi, c'est j'allais dans les playgrounds et j'allais faire la castagne, moi. Et puis, j'ai beaucoup joué avec les mecs plus âgés que moi. Tu vois. Mais bref, mais pour... Ouais, t'as le travail, la détermination et surtout... va découvrir ce qui se fait de mieux, tu vois. Va te confronter à des gens qui sont du niveau. Voilà. On va voir c'est quoi le vrai basket. C'est quoi le vrai basket. Mais tu vois, à l'époque, par exemple, quand moi je jouais, il y avait Carpentier, il y avait Charenton, il y avait plein de playgrounds comme ça où c'était réputé, où ça jouait dur. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Non, il y a aujourd'hui, les playgrounds, et tu vois, par rapport au réseau, tu vois, c'était quand? La semaine dernière, je partais à un tournoi. Il y avait Clignancourt aussi, attention. Ouais, avec Clignancourt. Clignancourt, c'était chaud. Clignancourt, tu pars là-bas, tu sais même pas la peine de revenir. Ah, regarde pas. Rentre chez toi, c'est mieux. C'est mort. Il y avait Clignancourt, Porte-Chaumont aussi, il y avait Levallois. Levallois aussi, Levallois. Il y avait le plus grand dans le 19e, là, je sais plus où c'est, à Stalingrad, en dessous du métro. Ouais, à l'époque, c'était chaud. Tu vois, des moussons, quoi, tout ça. Ah oui, mais tu vois, mais là, aujourd'hui, il n'y a plus ça, aujourd'hui. Non, il n'y a plus ça. Et les playgrounds, maintenant, ils sont beaucoup dans... Tu sais, ils veulent faire comme les Quinry. Tac, ils te font un move. Trash talk, comme les Quinry. Est-ce qu'il y a encore des playgrounds déjà? Il y a encore des playgrounds, bien sûr. T'en as pas mal encore. Ils en ont fait plein, mais maintenant, les gens, comment ils y jouent, c'est de la manière comment ils jouent, en fait, qui est pas bonne, pour moi.
Tu vois, t'as un mec qui va arriver, il va te faire des moves à la Curry ou à la Harden. Mais est-ce que tu sais combien de temps il a bossé pour faire ce move-là? Oui. Juste une fois dans le match. Ouais, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, hey, Curry, là, c'est le, allez, je veux dire, le meilleur shooter du monde. Mais pour en mettre quoi, 6-7 par match, il en tire combien de l'autre côté? Ouais. Ah ouais. Moi, je suis OK avec toi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce que tu fais, ça va être travail et surtout, alors, travail, détermination, affronter des gens qui vont te montrer c'est quoi le basket, tu vois, c'est le vrai basket, tu vois. Et surtout, regarder, bouffer des vidéos, mais pas que la NBA. Parce qu'aujourd'hui, on s'assoit là, on dit, vous connaissez quel joueur? Ah, ouais, mais qu'est-ce que t'aimes chez Curry? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Décortiquer le gars. Curry, les gens, ils se rendent pas compte. La ligne NBA, elle est super loin. Ouais. Et il shoot encore plus loin. Ouais. Mais ils se demandent comment il fait. Non, c'est ouais, il shoot. Mec, non. Il te fait du relevé de hanche de fou. Au niveau des hanches, il a une force de fou. Ouais. Je crois que c'est la meilleure de son équipe, je crois, si je ne me trompe pas. Tu vois, il y a tout ça. Harden, tous ces dribbles là, tout ça, etc. Ok, tac, mais est-ce que toi, tu es capable de faire tous ces dribbles là? Il faut décortiquer. Il faut que tu fasses au moins, je ne sais pas, 1000 dribbles main gauche, 1000 dribbles main droite. Tu le fais ça? Je sais pas. Est-ce que tu vas te regarder dans un miroir, voir comment tu es ta posture, tous ces trucs là. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je trouve que les jeunes ont beaucoup plus de skills que nous avant. Ouais. Tu vois, nous c'était on va en playground, on se la donne. Et nous c'était une one mixtape, tu vois, nous craquer. Tu vois, short en bas, les trucs à la bête. Aujourd'hui, les gens ils sont beaucoup plus dans les skills, je trouve, parce que j'ai fait un match là, contre des petits. Ah ouais, les petits, tu sais, ils ont des moves. En fait, maintenant t'as des nouveaux moves et les petits ils les ont. Tu fais pas attention, tu te les manges, tu vois. Donc il faut connaître tous ces moves là et tout. Et ça c'est important. Surtout vraiment se regarder les vidéos. Aujourd'hui je dirais ça. Avant je t'aurais dit va au playground. Mais là en fait t'en as de moins en moins. Donc je te dis regarde les vidéos. Regarde ce qui se fait. Pour apprendre. Voilà, pour apprendre. Et après derrière, si t'as un gars qui peut te montrer la posture, te corriger, qu'il le fasse. Et bosse. Bosse à mort. Oh mais pour bosser il faut s'entourer de bonnes personnes. Aussi. Qui vont t'aider à passer ce cap-là. Ouais. Ok. En tout cas, merci de ta présence et merci d'avoir fait ce podcast avec nous. De toute façon, c'était une question de temps, tu connais déjà. C'est vrai. On a fait ce qu'on avait à faire et c'est le plus important, c'est ça. En tout cas, je te souhaite une bonne carrière encore. Merci, c'est gentil. Tu as beaucoup d'années à jouer et de continuer à kiffer. C'est important. Et de toute façon, on est toujours connectés, mon frère. Toujours, c'est important. Allez, à plus tard pour nos podcasts. Ciao.